Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous avons vu que pour estimer la courbure d'une surface, on peut tracer un triangle, ou d'ailleurs toute forme géométrique, à la surface, et on va vérifier les angles au sommet de ce triangle, de cette forme géométrique. Et on mesure ainsi l'excès sphérique qui est représentatif de la courbure. Mais comment faire pour un espace-temps à 4 dimensions? Une solution peut être de découper l'espace-temps en feuilles à 2 dimensions et de regarder la courbure de toutes ces feuilles. Pour mesurer l'excès sphérique, on peut utiliser un outil que nous connaissons, le transport parallèle. Si autour de la forme géométrique, on déplace par transport parallèle un vecteur, celui-ci va subir un changement de direction et l'écart, après un tour complet, nous donnera une idée de la variation d'angle due à la courbure, puisque dans un espace-temps plat, pour une feuille sans courbure, une feuille à 2 dimensions sans courbure, un transport parallèle, par exemple dans l'espace-temps de Minkowski, ne donne aucune variation de l'angle. Donc, cette variation est représentative de la courbure. Alors, on peut prendre par exemple un simple carré avec des côtés qu'on va noter A, B, C, D, de largeur infinitésimale, dy nu, ici et là dx mu, et on prend ici un vecteur v alpha, et on va le déplacer parallèlement autour du carré, ou du rectangle, pour voir quel est le changement d'orientation subi par le vecteur. Si on le déplace parallèlement le long de la direction A, donc on le déplace de dx mu, le transport parallèle nous dit alors qu'on obtient v alpha plus la dérivée covariante d mu v alpha dx mu. Et si on le déplace ensuite selon B, on réapplique la même procédure mais avec dy nu et on obtient v alpha plus d mu v alpha dx mu plus tout cela en utilisant la dérivée covariante plus d nu v alpha dy nu plus d nu d mu v alpha dx mu dx nu. Voilà ce qu'on obtient après avoir parcouru deux côtés. On peut aussi faire la même chose pour le déplacement de ce point-ci à ce point-ci suivant C et D pour terminer le cycle. Et en passant d'un vecteur V alpha alors de là à là, on obtient exactement la même expression, à part qu'ici on a d mu d nu, on a une inversion on passe d'abord, on a une inversion des coefficients mu et nu, tout simplement. Et donc, pour avoir la variation sur un cycle complet, ceci est la variation dans le sens DC, excusez-moi. Dans le sens DC, on passe d'abord par d nu, puis par d mu. Et donc, on a une inversion d mu, d nu. Et donc, pour avoir la variation sur un tour complet, il suffit de faire la soustraction des deux, la simple soustraction des deux variations selon les deux chemins, et on obtient d nu, d mu, v alpha, moins dx mu, dy nu, moins d mu, d nu, v alpha, donc avec une inversion, par rapport ici, dx mu, dy nu. Alors appelons cette quantité D. Et cette quantité est donc représentative
de la courbure. Les termes de type dérivé ordinaire, dans un tel développement, vont se soustraire. Les dérivés ordinaires commutent, on peut les échanger. Et donc, seul reste l'effet de la courbure qui se traduit par une grandeur d différente de 0. On a ici appliqué 2 fois la dérivée covariante. On a donc une dérivée seconde. Alors, calculons d nu v alpha en utilisant ce que nous savons de la dérivée seconde. La dérivée covariante. On obtient d de d nu v alpha sur dx mu plus, moins. Alors ici, on a 2 coefficients, on a 2 indices, donc on applique 2 fois la connexion, lambda nu mu, d lambda d alpha, moins gamma, lambda alpha mu, d nu v alpha, v lambda, pardon. On a encore une dérivée covariante dans l'expression, donc on peut refaire le même calcul en développant encore plus l'expression. Excusez-moi, ça donne une expression un peu lourde qui commence comme d2 v alpha sur dx mu dx nu moins dv alpha, pardon, dv lambda sur dx mu gamma lambda alpha nu etc., etc. Alors je ne vais pas vous détailler tout le long, ça ne sert à rien. Donc vous développez ça, ça se termine par gamma lambda alpha mu fois gamma sigma lambda nu fois v sigma. Ensuite, pour calculer cette différence, il suffit d'échanger les indices mu et nu dans cette longue expression, que je vous laisse détailler si ça vous intéresse. Il suffit d'appliquer la dérivée covariante. On intervertit mu et nu et on soustrait les deux expressions. On obtient alors que D est égal à V sigma fois D lambda sigma alpha mu dérivé par rapport à x nu moins d gamma sigma alpha nu dérivé par rapport à x mu plus gamma sigma nu mu gamma rho alpha mu moins gamma sigma mu nu fois gamma rho alpha nu. Et égale V sigma, et toute cette expression-là est une quantité qui dépend de 4 indices, et on la note, on met un signe moins devant qui est conventionnel, R sigma alpha nu mu. À multiplier par dx mu et dx nu, bien sûr. Ces coefficients
dans la valeur de D, qui s'expriment comme ceci en fonction de la connexion, et qui donc peuvent s'exprimer en fonction de la métrique. Cette quantité est appelée tenseur de Riemann, tenseur de courbure de Riemann-Christoffel. Et donc, dans un espace-temps plat, il sera automatiquement nul. Et dans un espace-temps courbe, il aura des valeurs non nulles, bien entendu. On peut vérifier certaines choses. Par exemple, on peut vérifier que si on l'écrit sous forme totalement covariante, il est antisymétrique sur les deux derniers indices. C'est-à-dire que sur les inverses, ça change de signe. Il est également antisymétrique sur les deux premiers indices. Donc là aussi, en les permutant, il change de signe. Et enfin, il y a une identité qu'on vérifie facilement. Est appelée première identité de Bianchi. Elle s'écrit R sigma alpha nu mu plus R sigma nu mu alpha plus R sigma mu alpha nu. Enfin, on effectue en fait une permutation cyclique des trois derniers indices. Cette somme est égale à 0. C'est la première identité de Bianchi qu'on peut facilement vérifier à partir de cette relation-là. Dans un espace de dimension n, on devrait avoir, puisqu'il y a 4 indices, n exposant 4 composantes, c'est-à-dire 256, pour un tenseur d'ordre 4. Donc 4 exposant 4 dans l'espace-temps, ça fait 256. Mais en réalité, il y a des contraintes, puisque nous avons des antisymétries et la première identité de Bianchi. Et on vérifie alors que le nombre de composantes réellement indépendantes est égal à n carré fois n carré moins 1 divisé par 12. Donc, c'est le nombre de composantes indépendantes qui permettent de décrire la courbure de l'espace-temps à n dimensions en un point. On peut calculer cette valeur pour différentes dimensions. Ainsi, à une dimension, cette valeur vaut 0. Donc, une ligne n'a jamais de courbure intrinsèque. C'est logique. On peut avoir une ligne qui est sinueuse, mais il s'agit d'une courbure extrinsèque. On la dessine dans un plan, par exemple, sur une feuille. Mais la courbure intrinsèque est toujours la même. Par exemple, si on a un paramétrage de la ligne, il ne change pas pour une ficelle, selon qu'on la tend, qu'on la plie, qu'on la tord. Ou un mètre-ruban, par exemple, elle reste toujours graduée de la même manière, quelle que soit la manière dont on le tortille. À deux dimensions, on trouve une composante indépendante. On a vu qu'une surface avait deux courbures principales, mais à nouveau, il y a une partie qui est extrinsèque, et il reste une seule composante qui permet de décrire la courbure intrinsèque d'une surface. À 3 dimensions, on trouve 6 composantes indépendantes. Et à 4 dimensions, vous pouvez faire le calcul, on en trouve 20. En fait, cette valeur grandit très vite. Et donc, à 4 dimensions, il faut 20 nombres indépendants pour décrire la courbure en un point. C'est beaucoup. Et ceci explique la complexité d'un espace-temps courbe à 4 dimensions et la difficulté pour le représenter ou le dessiner. Rien que décrire sa courbure nécessite 20 nombres en chaque point. Ce n'est donc pas du tout facile. Il y a aussi une seconde identité de Bianchi qui est nettement plus difficile à démontrer, mais qui est très utile quand on fait des calculs. C'est la dérivée covariante du tenseur R alpha bêta nu gamma, gamma delta, je prends la même notation dans mes notes, plus la dérivée par
à l'indice gamma de R alpha, bêta, delta, epsilon, plus D par rapport à delta de R alpha, bêta, epsilon, gamma. Là aussi, on fait une rotation circulaire, mais avec les deux derniers indices et l'indice de la dérivée. Et là aussi, cela donne 0. Cette identité est parfois très utile. On peut aussi décrire d'autres tenseurs de courbure, plus simples, avec moins de composantes, mais qui ne reflètent pas toute la complexité de la courbure. Mais ces tenseurs sont utiles, nous allons les rencontrer. On les obtient en contractant. Alors, que veut dire contracter? Mais si on a un tenseur, par exemple, X alpha bêta, je le note avec un indice inférieur et supérieur, on appelle contracter la quantité X alpha alpha, en faisant la somme sur toutes les valeurs de alpha. Donc on prend deux des indices, on les nomme de la même manière et on fait la somme sur toutes les valeurs de l'indice. Ce qui fait disparaître deux indices de la grandeur. Ainsi, on appelle tenseur de Ricci, R menu, tenseur de Ricci ou Ricci, si vous le prononcez en français, est égal à G lambda alpha de R lambda mu alpha nu qu'on peut écrire aussi R alpha, mettons l'indice au-dessus, mu alpha, je ne dis pas des bêtises, mu alpha nu. Donc on contracte deux des indices du tenseur de Riemann-Christoffel qui donne le tenseur de Ricci. Notons qu'on vérifie facilement que ce tenseur est symétrique, comme le tenseur énergie-impulsion que nous avions déjà vu. Donc, ce tenseur est assez simple. Il a, pour un tenseur symétrique, donc c'est 4 composantes sur 4, hein, puisqu'il y a deux indices. Il est symétrique, donc les valeurs de chaque côté sont identiques. Donc, 3, 2, il y a 6 symboles ici les mêmes, puisque c'est symétrique, et 4 sur la diagonale, donc il a 10 composantes indépendantes. Et on décrit enfin le tenseur dit totalement contracté, ou tenseur scalaire, parce que c'est un simple nombre, on le dit aussi la courbure scalaire, qui est un simple nombre. J'ai mu nu fois le tenseur de Ricci R mu nu, c'est-à-dire, par exemple, on peut noter R alpha alpha, comme dans notre exemple. Voilà, pour le tenseur de courbure. C'est un peu technique, le principe n'est donc pas très difficile, hein, je le rappelle, on déplace parallèlement un vecteur autour d'un carré infinitésimal. Après un cycle, s'il y a une courbure, l'orientation du vecteur a changé. On mesure, on calcule cette différence, ce qui fait apparaître des quantités qui dépendent de la connexion, c'est-à-dire la métrique, des quantités qui sont un tenseur à 4 composants, à 4 indices, du quatrième ordre, appelé tenseur de Riemann-Christoffel, avec 20 composantes indépendantes, et que l'on peut contracter pour obtenir des tenseurs, des quantités plus simples. Alors, le tenseur de courbure est important, parce que il exprime quelque chose de physique. En effet, il est local. En un point de la variété, de l'espace-temps, il exprime quelque chose de physique. Le fait que des trajectoires, les géodésiques par exemple, ont une certaine forme, hein, pour différentes trajectoires. Il y a donc des effets physiques. Effectivement, on peut relier ces valeurs réellement aux effets physiques du champ gravitationnel, tels que par exemple la dilatation du temps gravitationnel. Alors là, tout de suite, c'est un peu difficile à vérifier,
parce que on doit le vérifier, par exemple, dans le champ gravitationnel d'une planète ou d'une étoile. Il faut donc un champ à symétrie sphérique. Il faudrait l'expression de la courbure dans ce cas. On le verra bientôt, mais là, maintenant, on n'a pas encore cette expression. Donc, difficile de le vérifier. Mais un autre point important qui peut être mis en évidence, c'est ce qu'on appelle la déviation géodésique, qui exprime le fait que les trajectoires ont tendance à s'écarter alors qu'elles étaient initialement parallèles à l'échelle locale, et qu'on appelle aussi les forces de marée. Donc, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.